Salut les amis, vous allez bien? Moi ça va, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes avec notre invitée du mois de février. Elle va raconter son parcours, donc suivez-la attentivement. Pourrais-tu te présenter, jeune dame? Merci Hélène, bonsoir. Et surtout merci pour cette lucarne que tu me donnes sur ta chaîne YouTube. Je suis Yao Akissi Delphine, de formation juriste. Et en ce moment, je travaille en tant que chargée de la vie de l'étudiant dans une université privée de la place. Et en freelance, je suis formatrice en art oratoire et aussi maîtresse de cérémonie. Magnifique. Comment est-ce qu'on fait pour devenir chargée de formation, oratrice? Je sais pas. Quel est ton parcours? Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu? Mon parcours, bon, je dirais, j'ai eu un parcours très ordinaire, très ordinaire. Bon, moi, j'ai pas fait la maternelle, hein, donc j'ai pas fait la maternelle. Je suis originaire d'Abengourou, une ville de l'Est située à 210 km d'Abidjan, pardon. C'est là que j'ai fait tout mon cursus du CP1 jusqu'à la terminale. Donc, du CP1 au CM2, j'ai fait EPP Badani. Et de la sixième à la terminale, j'ai fait le lycée moderne d'Abengourou. Donc, c'est en 2014 que j'ai eu le baccalauréat et que je suis venue à Abidjan en 2015, en janvier 2015, pour embrasser la vie universitaire. Et j'ai étudié le droit, donc licence 1, licence 2, licence 3, parcours normal. Et master 1, j'ai fait, suivant l'ancien système, j'ai fait la maîtrise. Et pour cette année, je me suis inscrite à l'IUA pour faire mon master de recherche, puisque j'envisage poursuivre la thèse, pour faire mon master de recherche en droit privé, mention droit des affaires. Magnifique. Un parcours clair, classique, très. Donc très intéressant. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un peu du métier de juriste? Parce que souvent, quand les personnes ont eu à étudier le droit, elles nous disent qu'elles sont juristes. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dirais que là, je pourrais dire une faute lourde, non? Parce que quand on étudie le droit, on ne devient pas directement juriste. On est de formation juriste, certes, mais on n'est pas juriste. On est juriste lorsqu'on fait du droit son métier. Par exemple, un avocat, il dira qu'il est juriste. Un magistrat, il dira qu'il est juriste. Un notaire, un huissier, il dira qu'il est juriste. Mais si je sors des facultés de droit, je ne peux pas me dire ou m'auto-proclamer juriste parce que je ne le suis pas. Je ne fais pas du droit mon métier. Donc c'est par abus de langage, si on veut le dire. Effectivement, par abus de langage, on pourra dire peut-être pour les profanes, en griffe, on pourra dire j'ai fait la fac de droit, donc je suis juriste. Non, j'ai une formation de juriste, mais je ne suis pas juriste. Cela ne fait pas de moi une personne qui est d'office juriste. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Alors, j'ai noté les questions ici. Donc, qu'est-ce qui te passionne dans ce métier? Qu'est-ce qui te passionne dans le métier de droit? Bon, pourquoi est-ce que tu as choisi la filière droit, tout ça? Waouh, ça c'est une longue histoire. Mais je vais essayer de résumer pour ne pas monopoliser la parole. C'est une longue histoire, c'est une histoire qui tient depuis l'enfance. Quand j'étais au CP1, et j'ai été à la première composition, première de la classe. Et pendant que je rentrais à la maison, toute contente avec mon bulletin que j'ai brandi comme ça, comme un trophée, j'étais toute contente. Et je disais à ma grand-mère, mais, je suis première de la classe. Et elle a dit, bravo ma petite fille, un jour, je te promets, tu seras juge. Et ça me restait cramponné dans la tête. Il fallait que je sois juge parce que si ma grand-mère a dit que je devais être juge, c'est que vraiment elle avait vu une chose en moi et que je devais vraiment être juge. Donc, j'ai fait un parcours normal. Après, j'ai fait une seconde C, une première C et une terminale C. Donc, tout le monde attendait de moi que je fasse peut-être la médecine ou encore physique, chimie ou mathématiques, informatique. Mais un petit secret, j'étais en C, mais j'étais plus bien en lettres qu'en sciences. Donc, il y a certains de mes amis qui me disaient « Mais pourquoi tu viens souffrir avec nous ici? Pendant que toi, tu peux exceller en A1 ou encore en A2, tu viens te coincer avec nous ici en C. » Mais bon, la vie a ses réalités, c'était mon parcours.
Mais ça m'a forgé quand même un caractère et ça m'a beaucoup aidé. Donc j'ai fini et j'ai opté pour la faculté de droit. Et par la grâce de Dieu, j'ai été effectivement orientée à la faculté de droit. Mais suivant mon parcours, je me suis rendu compte que le métier de magistrature n'était pas pour moi. Ce n'était pas une chose faite pour moi. Parce que plus on avance, plus on se rend compte, on se découvre soi-même. Et moi, je dirais que c'est la chose la plus importante de se découvrir et de se rendre compte qu'est-ce qui est réellement fait pour moi. Après la maîtrise, j'ai voulu passer le concours de magistrature parce que tout le monde me disait, enfin, tu vas pouvoir réaliser le rêve. Même si Mémé n'est plus là, mais elle sera très contente et fière de toi. Et en Afrique, tout parent, je dirais particulièrement en Côte d'Ivoire et chez moi, que je connais très bien, le plus grand rêve des parents, c'est d'avoir un enfant fonctionnaire. Je ne sais pas trop si cela est dû à quoi, mais c'est d'avoir un enfant fonctionnaire dont tout le monde voulait que je passe le concours de magistrature. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment une chose pour moi parce que depuis la licence 2 déjà, j'avais commencé à réfléchir, j'avais commencé à me poser beaucoup de questions, à faire des recherches, à parler même avec des magistrats pour essayer de voir réellement qu'est-ce qui se passait dans leur métier parce qu'il y a un grand décalage entre ce à quoi on aspire et ce qui est réellement. Donc après plusieurs investigations, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi parce que c'était beaucoup trop me demander en matière d'émotion de pouvoir regarder des personnes aller en prison ou encore qu'on me dise peut-être on a abusé, je ne sais pas, d'un enfant. Être magistrat, c'est être la bouche du droit. Mais moi, je pense que je serai plutôt la bouche de mes sentiments personnels. Donc, je préfère ne pas m'aventurer dans une chose où je ne ferai pas avec le cœur. C'est un métier qui est très noble et tous les métiers qui découlent de la formation juriste également sont des métiers très, très nobles. Et moi, si j'avais vraiment les aptitudes pour être magistrate, je le serai. Mais je pense qu'en réalité, je n'ai pas les aptitudes. Et j'ai essayé de me reconvertir. Donc, en ce moment, je travaille en tant que chargée de la vie de l'étudiant à l'Université des Lagunes. C'est une chose qui me passionne beaucoup. Parce que mon métier consiste à quoi? À parler avec des étudiants, à rencontrer leurs difficultés. Et cela te replonge un peu dans toi-même tes difficultés quand tu étais encore sur les bancs. Et ça te donne, je dirais, un arsenal assez consistant pour pouvoir les orienter, les aider à s'organiser, à avoir un emploi du temps, à se connaître en tant que personne, à pouvoir avoir une direction professionnelle. Et c'est une chose à laquelle je n'aurais pas vraiment pensé en me formant en tant que juriste. Certes, je ne fais pas un métier purement juridique, mais c'est un métier qui m'aide à faire également appel à des choses que j'ai étudiées. Par exemple, s'il doit y avoir une collaboration entre notre université et d'autres lycées, je suis amenée à écrire des conventions. Donc, des sortes de contrats que j'ai appris quand j'étais à l'université. Donc, je dirais en somme que tout métier en droit est passionnant si et seulement si si ma personnalité épouse réellement ce que je veux faire. Parce que l'objectif, ce n'est pas de faire un métier pour le faire, pour la grandeur, pour l'honneur, mais surtout parce que je sais que j'ai les aptitudes et les moyens nécessaires pour pouvoir le réaliser. Magnifique. C'est le mot qui me sort directement à la tête. Donc déjà, quand on t'observe, quand on regarde, on voit que tu es très, très, très éloquente. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est-ce que tu es arrivée à ça? Ça, c'est une question assez pertinente parce que si tu me demandais réellement d'expliquer comment est-ce que je suis arrivée à là, bon, je dirais que, vous savez, on est toujours avec des prérequis. On a tous en nous quelque chose d'inné. Pour les croyants, comme moi, je dirais que c'est une grâce divine.
Pour d'autres également, ceux qui croient en la nature diront que c'est la grâce de la nature, peu importe des croyances. Mais je dirais que nous naissons toujours avec des prérequis. Par exemple, quand j'échangeais ou que j'échange toujours avec mes parents, ils me disent par exemple que tout ce qu'on apprend au CP1, on demande aux enfants bon A, les enfants répondent bas, bon O. En fait, ce sont des choses avec lesquelles j'ai appris à parler. Donc, même souvent, on me demandait des choses beaucoup plus compliquées, voulant me coincer, mais ça sortait naturellement. Moi, je n'ai pas vu parce que j'étais petite, mais on m'a juste raconté. Mais je me souviens un peu quand j'ai commencé à faire le CP1, c'était pour moi très facile de lire. Je n'avais pas de problème comme les enfants de mon âge pour lire de nouveaux tests. Et jusqu'à présent, le premier test que j'ai lu au CP1, je l'ai toujours en tête, la boîte de lait de René. Je l'ai toujours en tête, je peux réciter. Et j'avais une certaine facilité avec tout ce qui est en rapport avec la poésie, raconter des histoires. Et j'ai eu aussi beaucoup d'aide de la part de mes parents parce que je suis la Benjamine d'une fratrie de 7 enfants. Donc, j'avais déjà mes aînés qui allaient à l'école. Donc, quand ils venaient, ils lisaient des tests. J'étais avec eux. Le poème Demain dès l'aube, on récitait en 6e. Mon frère était en 6e quand je pense, j'étais au CE1 ou au CE2. Mais déjà, il déposait son livre et moi, je prenais déjà là, moi, je savais réciter. Et je me rappelle, c'est en 3e qu'on nous avait imposé ce poème, mais moi, je connaissais déjà. Jean de disait qu'il y avait quand même des prérequis. Et mon père, il est beaucoup amoureux de la lecture, du langage. Et c'est vrai que il n'est pas allé très loin dans les études, il a un niveau 4e. Mais mon père, quand il parle notre langue maternelle, il est très éloquent. À telle enseigne que quand il s'agit de faire des dots au quartier, régler des litiges, c'est lui qu'on vient chercher parce qu'on dit qu'il est très éloquent. Et quand j'étais au primaire, puisqu'on n'avait pas cours les mercredis, les mardis soirs, chaque soir, je faisais des poèmes avec mon père. Donc, à ma mère, femme noire, femme africaine, il me dit non, mais on ne dit pas, on fait monter l'intonation. À ma mère, donc c'est quelque chose, je dirais, que j'ai appris depuis le berceau. Et je suis toujours attirée par tout ce qui est poésie, lecture. J'aime beaucoup la lecture. Je dirais que je prends beaucoup d'éléments dans les livres et j'écoute beaucoup. Par exemple, il y a le professeur Martin Bléou, qui a été mon professeur en première année de droit et en deuxième année de droit, qui m'a beaucoup marqué. C'est un monsieur, je dirais, alors extrêmement éloquent. Et chaque fois que j'allais au cours, j'avais mon bloc-notes à côté et tout ce qu'il disait que je trouvais bien, je notais à côté pour après employer cela dans mes discussions avec les autres. Donc je dirais, et j'étais beaucoup timide, très réservée à l'extrême, beaucoup timorée. Et lorsque je suis arrivée à la faculté de droit, il fallait que je sorte de ma coquille parce qu'il fallait faire des exposés, aller vers les aînés parce que le droit, vraiment, sans vous mentir, c'est une autre réalité. Il fallait que je me tourne vers les aînés pour avoir beaucoup plus de renseignements sur certaines matières que je ne comprenais pas. Et là, c'était compliqué pour moi parce que toute timorée que je suis, je n'avais pas du tout le courage de m'exprimer face aux personnes. Et en deuxième année, il y a un coach d'art oratoire qui sillonnait l'université qui a proposé des formations en art oratoire. Et j'ai dit, d'accord, je vais me lancer. D'abord, il était passé en première année, mais je n'ai pas eu assez de courage de m'approcher de lui. Donc, en deuxième année, j'ai eu le courage, un peu de courage quand même. Et je suis allée à sa formation. D'abord, Je vais te couper. Qu'est-ce qui t'a donné ce courage? Je dirais que j'ai pesé. J'ai pesé surtout le manque. Parce que pour faire un pas en avant, il faut faire une évaluation. C'est-à-dire ce que je gagne en réalisant ce qui me fait le plus peur et ce que je perds en n'essayant jamais. Et j'ai vu que cela me pesait beaucoup de ne pas pouvoir rendre clairement mes idées, de ne pas accéder à, je dirais, certains groupes d'exposés, de plaidoiries, de concours d'art oratoire, comme on le faisait sur la fac.
je n'arrivais pas à oser. Et je voyais des gens faire. Je savais que je devais le faire, mais je n'avais pas vraiment ce courage. Et quand j'ai vu que cela ralentissait mon apprentissage, j'ai dit vraiment, il faut que je me désarme et que je fonce tout droit. Et c'est ainsi que j'ai commencé la formation. Et la formation m'a beaucoup aidée. Déjà, je suis arrivée en retard parce que je procrastinais beaucoup. Il fallait que je parte, il fallait que je laisse tomber et tout ça. Et finalement, je me suis décidée et j'ai fait la formation. Et je pourrais dire que, bon, je pourrais parler de coups de chance, je pourrais parler de grâce, sûrement une grâce du Seigneur pour me dire, tu peux y aller, je te donne un petit coup de pouce. Et au seuil de cette formation, il y avait un concours interuniversitaire et j'ai participé au concours et j'étais lauréate du concours interuniversitaire. Félicitations. Merci. Et là, c'était un peu le déclic, mais ça a été un long parcours. Souvent à la maison, on se moquait de moi. Mais tu parles toute seule parce que pour moi, mieux développer, il faut choisir des sujets tout seul où tu en parles. Pour vaincre la peur de parler face à l'auditoire, il y a des petites techniques comme parler face à un miroir, parler face au mur, et faire des exercices de la voix pour avoir la voix beaucoup plus amplifiée parce que j'avais une voix alors vraiment, si je parle, si tu ne fais pas attention, tu ne m'entends pas. Fallait faire des différents exercices avec les muscles du visage et tout ça. Et quand je faisais, on me disait, mais est-ce que toi, tu disais que tu vas devenir folle dans cette maison? Et souvent, je parlais donner des formations, mais gratuitement. Et souvent, j'étais fatiguée, mais en dépit de tout, j'y allais parce que ça me plaisait beaucoup. Je me rendais compte que j'arrivais à me réaliser, à dominer ma peur et tout ça. Et souvent, quand je revenais, on me disait par exemple que mais tu pars, on ne te donne rien, même pas de prime de transport. Et puis souvent, la pluie te mouille. Et tu viens te coucher à la maison, encore tu es malade, il faut que papa te soigne. Mais après, qu'est-ce que tu y gagnes dans tout cela? Mais bon, finalement, je me rends compte que tout cela a payé. Tout cela a beaucoup payé parce que au départ, je n'y croyais pas du tout. Je n'y croyais pas. Je me disais que bon, c'était juste pour sortir de ma coquille et c'était tout. Mais après chaque intervention, des gens me félicitaient. C'est bien, tu t'exprimes très bien. Est-ce que c'est juste des flatteries ou bien c'est la réalité? Mais bon, je n'y croyais pas vraiment. Mais après d'autres interventions, je me dis quand même, s'il y a certaines personnes avec un certain niveau qui ne gagneraient rien à te flatter et qui te disent, tu as fait une très belle intervention, je me dis que là, il faut quand même essayer de croire. Donc, je dirais que d'où est parti tout cela, c'est d'abord avec des prérequis, ensuite avec beaucoup d'aide des personnes qui m'entourent, et avec, je dirais, une vision de ma propre personne et puis un objectif très clair de savoir où est-ce que je veux aller. Magnifique. Donc, j'espère que vous avez pris les notes. C'est très important. Donc, déjà, ça, c'est ton parcours. Maintenant, quel conseil est-ce que tu pourrais donner à une personne lambda qui n'a pas eu les mêmes chances que toi, maintenant qui est adulte, qui aimerait apprendre à bien pouvoir s'exprimer? D'accord. Parler en public, je dirais d'abord parler. Prenons tout simplement parler. Généralement, quand nous parlons chez nous à la maison ou encore avec des personnes avec qui nous sommes très familiers, nous n'avons pas de trac. Nous n'avons aucun problème. Ce qui veut tout simplement dire que la parole, c'est l'apanage de l'être humain. C'est ce qui nous distingue des animaux. On ne peut pas demander à un chien de parler, d'être éloquent. On ne peut pas demander à un chat ou encore à l'hérisson de parler, d'être éloquent. Mais à l'homme, on peut demander. Cela veut tout simplement dire que c'est possible. Certes, il y a des personnes qui ont des prérequis en tout. Il y a des personnes pour les mathématiques qui doivent faire plus d'efforts, tandis que pour d'autres, on dira ça coule de source. Mais je pourrais dire à ces personnes que rien n'est impossible et que ce sur quoi nous devons partir, c'est d'abord la volonté d'apprendre. La volonté d'apprendre. Et puis, moi, j'aime beaucoup le livre de Dale Carnegie qui dit comment parler en public. Pourquoi? Parce que là, il nous apprend que pour parler en public,
nous n'avons pas besoin d'être des stentors ou encore être grandiloquents, c'est-à-dire je dois dire de grands mots, je dois aligner alors des mots que j'ai trouvés dans Larousse. Non, pour être un orateur, il faut tout simplement avoir une idée à véhiculer. Une idée à véhiculer et moi je dirais que c'est l'élément central. Quelqu'un t'a fait une chose qui te fait mal, tu n'as pas besoin d'être éloquent pour lui dire que tu m'as fait une chose qui ne m'a pas plu. Donc, je dirais que tout le monde a cette possibilité de pouvoir apprendre à parler en public. Il faut tout simplement juste un peu de technique, parce que moi, je me dis trop de technique, ça rend l'oratoire un peu, je dirais, comme une procédure. Non, moi, je sors un peu de cette idée antique de l'art oratoire. Voilà ce qu'il faut faire. Non, pour moi, c'est une chose qui est simple. Dès lors que nous savons parler, dès lors que l'être humain a l'apanage de la parole, c'est qu'il peut être orateur. Nous sommes tous orateurs de base. Nous apprenons peut-être à devenir poètes en peaufinant ce que nous savons déjà. Donc, je pourrais peut-être conseiller à ces personnes de lire beaucoup parce que avoir les idées claires, ça ne naît pas du jour au lendemain. On apprend toute une vie. Donc, lire beaucoup. Écouter des personnes qui sont éloquentes parce que de nos jours, c'est assez compliqué. Dans notre contexte actuel, c'est très compliqué. Mais essayer d'avoir une vision beaucoup plus élevée, d'essayer de lancer la barre un peu plus haute et de suivre des personnes qui ont quand même quelque chose à dire et qui essaient de le dire très bien. Suivre ces personnes et se dire à soi-même que c'est possible d'y arriver. Et moi, je pense que déjà, avec ces éléments, c'est amplement possible. Que dire encore que merci beaucoup, Delphine, d'avoir voulu te prêter à l'exercice de l'interview. Quel conseil est-ce que tu pourrais donner, donc, mot de fin? Quel mot que tu veux qu'on garde de toi quand on dit Delphine Yao? Qu'est-ce qu'on retient de toi? Delphine Yao, qu'est-ce qu'on pourra retenir de moi? Je pourrais tout simplement dire Delphine Yao, c'est cette personne qui n'avait pas vraiment confiance en elle. C'est cette personne qui est partie d'un état, je dirais, un état très bas pour essayer progressivement de s'élever, même si elle n'a pas fini d'atteindre ses objectifs, mais qui pense qu'elle est déjà debout et en marche vers ses objectifs. Ce que je voudrais que les personnes retiennent ou encore ce que je voudrais partager à toute la jeunesse, c'est de ne pas se laisser intimider par les vicissitudes de chaque jour. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société, je dirais, de consommation où l'on nous propose beaucoup de réalités et l'on nous dit par exemple que pour être meilleur, il faut faire partie de cette classe par exemple. Il faut être d'une telle manière ou encore d'une telle manière. À telle enseigne que souvent quand on regarde ces réalisations et quand on se rend compte que nous ne remplissons pas réellement ces conditions, nous posons la question, est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je peux y arriver? Mais moi, je me dirais que la meilleure chose à faire, c'est d'apprendre à se connaître. Et à se dire aussi que tout ce que je fais, qui n'est pas comme ce que les autres font, n'est pas réellement un défaut. Mais peut-être ma manière à moi d'être, ça peut être un trait de mon tempérament que peut-être je peux essayer d'améliorer. Donc, ce que je pourrais dire pour finir, j'essaie de ne pas monopoliser la parole, c'est de demander à la jeunesse de croire en elle. Parce que la jeunesse, c'est, je dirais, une perle rare. C'est le moment idéal de pouvoir se réaliser. C'est à cette fleur de l'âge que nous devons apprendre à poser les pliés fermes pour que demain soit meilleur, je dirais.